je recommence pour le format. Donc, bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle séance de notre séminaire de recherche francophone, comme je le disais, qui, je le rappelle aussi, est consacré cette année au thème de la sécurité analysée à travers la perspective des différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, après avoir présenté cette problématique du point de vue des sciences politiques, de la climatologie ou des politiques climatiques et de la linguistique, nous nous tournons aujourd'hui vers le regard des historiens avec Olivier Burette, que je remercie évidemment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu intervenir aujourd'hui, malgré un contexte un peu difficile de cette rencontre, mais je le remercie doublement dans ce cadre. Alors, Olivier Burette est docteur en histoire et enseignant à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où il exerce également des responsabilités administratives au service des doctorats. Il est l'auteur de plusieurs travaux sur l'histoire des relations internationales à l'époque contemporaine et en particulier sur les rapports entre la France, l'Europe centrale et les Balkans. C'est donc dans ce cadre qu'il nous présentera aujourd'hui une conférence intitulée 1919-1920 à la recherche d'une nouvelle construction de sécurité internationale, les traités de paix et la naissance de la nouvelle carte centre-européenne. Je rappellerai simplement et très brièvement à ce titre que ce sujet a été récemment porté sur le devant de la scène, à la fois dans les publications académiques et dans les travaux de vulgarisation, à l'occasion des 100 ans du traité de Trianon, événement qui a entraîné de nombreux débats politiques, notamment en Hongrie et plus généralement en Europe centrale, puisqu'évidemment, ça posait toute la question des frontières nationales de ces pays et des conséquences politiques et géopolitiques que ça pouvait avoir dans le contexte actuel. Pourquoi le contexte actuel? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, la question des frontières, de leur fondement historique et de leur reconfiguration devient une problématique centrale, non seulement dans la rhétorique endogène des États de l'Europe centrale et orientale, mais aussi dans les rapports diplomatiques comme un élément majeur de la sécurité internationale, puisqu'on pose cette question aujourd'hui de la révision des frontières ou de la possibilité même de réaliser les frontières qui avaient été fixées soit dans la suite de la Première Guerre mondiale, comme nous allons l'aborder aujourd'hui, soit principalement après la Deuxième Guerre mondiale dans le contexte centre-européen. Donc, pour ne pas perdre du temps et sans plus attendre, je laisse la parole à notre invité, Olivier Burette, donc pour une 40-50 minutes de présentation sur la thématique. Je vous en prie. Bien, merci. Donc, merci, monsieur le directeur. Donc, puisque voilà, je vous remercie de m'avoir invité dans votre centre pour cette conférence. Je pense que donc je vérifie déjà tout le monde m'entend bien parce que du coup je suis repassé, j'ai enlevé le casque et je me suis remis sur les micros de ma webcam. Donc déjà je regrette de ne pas être en présentiel suite à un certain nombre de problèmes divers. On ne peut pas tergiverser là-dessus. Puis je vous remercie donc évidemment bien sûr de votre invitation, un projet qui nous a occupés déjà depuis quelques mois, l'investigation de Kinga, ici présente, qui est une collègue que je connais depuis justement la Sorbonne Nouvelle et l'époque donc de la soutenance de thèse, en fait, etc., dans le centre donc de recherche où nous étions. Voilà donc le propos de ce séminaire, donc sur le concept, effectivement, le concept de sécurité. Et donc là, je reviendrai sur, en fait, dans le cadre de mon intervention, sur vraiment ce qui a concerné principalement la thèse, en fait, que j'avais faite à la Sorbonne Nouvelle, qui portait donc sur les règlements de la guerre de 14-18 et la question des réparations de la guerre de 14-18 appliquées précisément aux États alliés de l'Allemagne vaincus, Autriche, Hongrie et Bulgarie. Donc c'est mon domaine, le domaine des traités de paix. Je travaillais déjà sur les traités de paix dans le cadre de mon DEA, hein, d'un master de recherche aujourd'hui, ou d'un master deuxième phase, en tout cas un master de recherche, et puis également dans le cadre d'une maîtrise aussi, et tout ça je l'avais fait à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1, Paris 3, c'était avec la thèse, et sous la direction d'une professeure qui peut-être vous avez connue en Pologne, je ne sais pas, car elle a été très active dans la mise en place, après la chute du mur, justement, de toute la coopération vers l'Est. C'était Elisabeth Duréo qui a disparu malheureusement il y a
2 ans de cela déjà, et c'était ma directrice de recherche, c'était avec elle que j'ai fait cette thèse, qu'ensuite j'ai été qualifié maître de conférence, et puis qu'ensuite j'ai fait ma carrière, si je puis dire, au double, à la fois d'enseignant à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai 2 cours, un cours d'histoire centrale et un cours d'histoire des relations internationales, et les fonctions de responsable du service de doctorat que j'occupe encore à l'heure actuelle. Voilà, voilà, ça c'est pour le contexte. Alors, ce que j'ai prévu, parce que moi toujours quand je fais une intervention de ce type, j'utilise toujours beaucoup des cartes, parce que je pense qu'on peut difficilement élaborer une pensée, une présentation que j'espère la plus rapide possible, parce que je suis, hélas, assez bavard. Donc j'espère vraiment tenir les 45 minutes, 40-45 minutes, on va bien voir, mais vous me rappellerez à l'ordre au cas où. C'est que je pense qu'on peut difficilement expliquer comment on passe d'un espace qui, pour faire simple, hein, cet espace centre-européen, hein, qui hélas, ce directeur a évoqué tout à l'heure, la guerre russo-ukrainienne, cet espace cette notion d'Europe centrale qui est redevenue une notion géopolitique après la chute du mur en 1989. Hein. Bon, aujourd'hui, vu les événements que nous subissons tous et qui se passent aux portes de la Pologne à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire cette guerre effectivement russo-ukrainienne qui est si dramatique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le débat ou à la fin de mon propos, aurait tendance à redevenir une Europe de l'Est, si je puis dire, parce que vous voyez ce terme de pays de l'Est, parce que c'était les pays qui étaient à l'Est du mur de Berlin, à l'Est du rideau de fer. Bon. Donc, mon propos ici, c'est surtout dans un cadre concernant les traités de paix, de revenir sur comment on passe, en fait, hein, et c'est ça le grand événement, hein, que d'ailleurs il ne s'est jamais reproduit dans l'histoire hein, jusqu'à présent, comment on va passer d'une Europe centrale, hein, d'une Mittel Europa dominée par de grands empires, hein, et j'ai prévu quelques petites cartes pour illustrer ce propos, comment on va passer de ça, si vous voulez, à une reconstruction complète d'un nouvel espace à partir de Victoire, donc du 11 novembre donc 1918, hein, et puis ensuite les traités de paix de 1919-1920. On évoquait tout à l'heure le traité de Trianon, bien sûr, on en parlera de celui-là aussi. Et comment on passe donc effectivement de cet espace très ancien, avec donc j'ai ressorti ici, on le verra tout à l'heure, une carte de ce qu'on appelle le Saint-Empire, etc., l'organisation des rapports entre les États centre-européens au XVIIIe siècle, etc. Comment on passe de tout cela à vraiment une Europe des nations qui sera construite, on le sait, sur le respect du fameux principe des nationalités, du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui faisait partie, je vous le rappelle, des 14 points du président Wilson, hein, président des États-Unis, au moment donc de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, et c'était en gros dans le cahier des charges, si je puis dire, des négociations de la fameuse conférence de la paix, hein, de 1919-1920, qu'on va peut-être détailler un peu. Et sur ce principe-là, bien sûr, eh bien, l'Europe centrale, telle que nous la connaissons encore à l'heure actuelle, va naître. Hein. Et dans le cas de la Pologne, parce que quand même, je vais forcément axer quand même mon propos sur la Pologne, ça me semble bien normal, puisque vous m'avez si gentiment invité. Pour la Pologne, on le sait, ce sera un retour, une renaissance, puisqu'elle avait disparu, comme vous le savez, elle a disparu plusieurs fois dans l'histoire, hein, évidemment, sous le joug évidemment du voisin russe, hein, évidemment, puis pour réapparaître en 1919-1920, alors qu'elle avait disparu depuis 1815, depuis le Congrès de Vienne. Hein, on se souvient bien sûr du Grand-Duché de Varsovie, hein, dont les guerres napoléoniennes avaient permis bien sûr la création. Hein, il y avait aussi une disparition de la Pologne plus antérieure, sous le règne du roi Louis XV, hein, dont le roi Stanislas hein, deviendra dans notre histoire de France le gouverneur, hein, de la région de Lorraine. Hein. Il y a une très jolie place à Nancy, hein, qui porte encore le nom de la place Stanislas, hein, c'est pour ça aussi. Donc on a, nous, Français, dans notre culture historique, quand même une très très ancienne relation amicale hein, et profonde avec la Pologne. C'est tout à fait clair. Il y a d'autres pays, hein, il y a la Roumanie aussi, quelques autres hein, dans l'espace centre-européen, voire centro-balkanique. Hein. Mais dans le cas de la Pologne, c'est quand même, si je puis dire, une histoire déjà bien ancienne. Alors, je vais lancer
mon petit PowerPoint. Alors, comme tout à l'heure, vous me direz si vous le voyez bien. Donc, j'ouvre l'écran partagé, je lance là mon affaire, je le partage, et ici, je lance. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde le voit? Très bien, oui. C'est parfait. Donc voilà, donc ça c'est la petite page d'introduction. Et je vais donc, si vous voulez, toujours pour respecter le temps, partager en 4 phases, 4 séquences, hein, mon propos. Alors la première séquence, c'est un espace à travers l'histoire, alors avec une série de cartes pour illustrer un peu ce que je viens de dire, hein. Ensuite, eh bien, on entre dans le cœur du sujet avec, j'ai intitulé ça « Remodeler l'Europe des vainqueurs », hein. Donc il s'agit évidemment de la constitution et la réémergence de certains pays et puis la constitution de nouveaux pays, hein, suite justement au traité de paix, hein. Et puis, comme on est dans une thématique sur la sécurité, bien sûr, la troisième partie se porte sur le retour au système des alliances, hein, une petite entente dès 1920, c'est-à-dire en gros, comment organiser ce nouvel espace, hein, autour d'une sécurité collective pour éviter, bien sûr, que des problèmes réapparaissent, hein. Et on le sait bien, hein, c'est le drame de toute cette entre-deux-guerres, hein, qui va apparaître. Évidemment, on ne va pas faire toute l'entre-deux-guerres, nous n'aurons pas le temps, hein, mais on sait très bien qu'un certain nombre de problèmes étaient, comment dire, inhérents à la constitution des traités eux-mêmes. Mais moi, j'ai toujours coutume de dire que ce n'est pas les traités de paix, si vous voulez, qui ont été entre 1919 et 1900, qui portaient en germe, comme souvent on le dit, la Seconde Guerre mondiale, mais c'est plutôt la manière dont on va traiter, dont on va organiser tout cela dans les années 20, où ça se passera plutôt bien, et puis après dans les années 30, où pour tout un tas de raisons diverses, les choses vont se dégrader, hein, et que, bien sûr, la conjonction, si je puis dire, de l'émergence du fascisme italien et du nazisme en Allemagne vont très rapidement détruire tout cela. Et à l'Est, bien sûr, ne l'oublions pas, il y a la naissance du grand empire stalinien, hein, extrêmement menaçant pour ses voisins, qui va aussi être, si je puis dire, un problème, avec les années 30, la conjonction, plus la crise économique, des 3 totalitarismes du XXe siècle, hein. Il faut vraiment dire que franchement, il y avait de chances pour la paix, pour le maintien d'une paix durant cette entre-deux-guerres. Alors, je ne vais pas évidemment trop me répandre, hein. Donc voici une carte, hein, de ce qu'on appelle le Saint-Empire. Alors ce fameux Saint-Empire romain germanique, hein, né, vous le savez, au Xe siècle, hein, fondé par l'empereur Othon, qui prend la succession de l'Empire carolingien, bon, etc. On ne va pas faire ici évidemment tous les détails de toute la période médiévale, mais c'est pour montrer un peu, et je tiens toujours à cette carte-là, qu'on a un espace donc, qui est vraiment, alors à la fois très fractal, on le voit, on voit au nord le royaume de Pologne, hein, au sud, c'est une carte allemande, hein, je suis désolé, mais bon, c'est la meilleure que j'ai trouvée, un royaume de Hongrie au sud, hein, et donc tout cela forme, si vous voulez, cette structure de ce qu'on a appelé la Mittel Europa, si vous voulez, hein, avec évidemment tout ce qui gravite autour, hein. Donc c'est important parce que c'est quand même pour montrer qu'on a un concept qui est déjà très ancien. Alors je sais bien que sur la notion d'Europe centrale, toujours on tergiverse, peut-être on le dira dans le débat, toujours il y a plusieurs définitions de l'Europe centrale. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'Europe centrale est égale à la Mitteleuropa, c'est un concept allemand évidemment, hein, c'est-à-dire Europe du centre, hein. Mais bon, je pense que cette carte est quand même une intéressante entrée en matière. Ici, on continue, donc là, bon, bah, c'est une carte plus tardive de l'organisation, si vous voulez, hein, de l'Europe à l'époque donc moderne, hein. Et là, je prends l'Europe au sens large du terme, hein, où on voit bien sûr le développement de l'Empire russe, hein, bien sûr, le royaume de Prusse au nord, hein, cette grosse structure qui commence à émerger, qui est l'Empire d'Autriche, qui sera l'Empire d'Autriche-Hongrie, vous le savez, à partir du compromis austro-hongrois de 1867, mais en gros, la structure centrale désormais, c'est l'Empire d'Autriche, capitale Vienne, bien sûr,
hein, et qui, comme vous le voyez, est d'ores et déjà, là on entre de plein pied dans l'affaire des traités de paix qui vont tout remettre en cause en fait, hein, tout remettre en ordre, dans un ordre particulier, bien sûr cet empire d'Autriche occupe, hein, une bonne partie, hein, de l'Europe centrale, dont on parle aujourd'hui, hein, elle occupe, par exemple, ce qui sera la Tchécoslovaquie, un morceau, vous le voyez au sud, hein, de ce qui est la Croatie, vous voyez cette espèce de croissant, un peu, hein. Bon, l'Empire ottoman occupe toute la zone balkanique, c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, parce que c'est une composante aussi de cet espace, que les Balkans. J'ai fait un postdoc, si vous voulez, sur les Balkans, sur la question de la Bulgarie, et donc, effectivement, on pourra éventuellement en parler. L'Empire russe, évidemment, déborde, comme vous le voyez sur une partie, avec de l'autre côté le royaume de Prusse, sur la Pologne actuelle, et puis un morceau aussi de l'Empire d'Autriche, on y reviendra. La dernière fois que je suis rendu dans votre pays, c'était à Cracovie, en 2010. Alors, je ne sais pas si Kinga était dans ce séminaire à cette époque-là, mais c'était en 2010, et on sait très bien que Cracow, à un moment donné, fait partie de l'Empire, justement, d'Autriche-Hongrie, et que l'on retrouve, c'est extrêmement intéressant, tout un tas d'éléments caractéristiques de cet empire, dans cette ville, etc. C'est aussi intéressant au niveau culturel aussi, de dire que cet empire d'Autriche-Hongrie disparu, dissous complètement dans les traités de paix dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'était aussi un espace culturel. Quiconque a lu Arthur Schindler, etc., c'est très bien que c'est largement décrit dans toute la littérature de la fin du 19e, début 20e, viennoise, etc. Voilà. Alors, donc, je passe sur cette carte, mais elle est quand même assez significative et intéressante. Et là, voilà donc le premier empire français, qui a fait la guerre à tout le monde, alors, etc. Alors après, il y a des gens qui aiment Napoléon Ier ou pas, c'est toujours un débat en France, parce que là, on a, sur le plan historiographique, traversé toutes les commémorations du premier empire. Il y a eu beaucoup de littérature qui est sortie là-dessus, beaucoup de débats entre les historiens spécialistes de ça, le pour, le contre, sur, voilà, est-ce que Napoléon, ce sont legs, si vous voulez, sur le plan international. Donc, sur le plan interne, en France, il a réformé énormément de choses sur lesquelles notre société vit toujours, le code civil, etc., etc. Mais sur le plan géographique, ça nous intéresse ce soir, parce que, comme on voit sur cette carte, eh bien, nous avons ici, bien sûr, le Grand-Duché de Varsovie, et qui va exister pendant cette période du Premier Empire, et le Congrès de Vienne, à la chute de l'Empire, qui va se dérouler en 2 temps, puisque Napoléon, comme vous le savez, les 100 jours va revenir, donc entre 1814 et 1815, ce Congrès de Vienne, qui est en quelque sorte la dernière grande réunion internationale avant les traités de paix. Je ne parle pas là des autres détails, des autres conférences internationales qui jalonnent le 19e siècle, mais c'est vraiment les 2 grands points, si vous voulez, de repère. C'est vraiment ce congrès de Vienne 1815 où on redistribue les cartes. Évidemment, la France est vaincue, et évidemment, c'est terminé de la vision de Napoléon, cette vision donc d'État-nation, déjà, qui sera battu en brèche. Il faudra attendre Napoléon III pour que cela revienne à nouveau, et encore de façon assez modeste. Alors, je ne suis pas un grand défenseur. J'ai écrit pas mal d'articles sur Napoléon III, sur sa politique étrangère. Moi, je ne fais pas partie des réhabilitateurs de Napoléon III, parce qu'il il a une légende très noire dans l'historiographie française, cet empereur-là. Mais néanmoins, il avait poursuivi cette politique des nationalités. On doit à Napoléon III, par exemple, suite évidemment à la guerre de Crimée, que la France avait gagnée avec ses alliés, la constitution du fameux foyer roumain, donc de la Valachie et de Moldavie, qui a permis plus tard la naissance de la Roumanie, ou sa naissance, sa renaissance avec les traités de paix de 1919-1920. Donc voilà. Donc, cette carte est assez intéressante parce que là, on voit que ça change. Il y a toujours cette masse de l'Empire ottoman au sud, mais ça ne va pas durer. Le 19e siècle commence, l'Empire ottoman va entrer en déclin, et comme vous le savez, progressivement, il va refluer
pour ne plus être sur le plan européen que dans la région de Constantinople. Tout le reste, c'est la renaissance des États-nations balkaniques, et ça va avoir lieu avant les traités de paix, déjà dès le 19e siècle, la Bulgarie, la grande révolte en Grèce au début du 19e siècle, etc., etc. Bon, je ne m'étale pas parce que sinon nous allons pas avoir le temps. On continue. Voici une carte. Alors cette fois-ci, c'est le 19e siècle. Donc là, on arrive sur la quatrième carte, et après on va passer sur la deuxième partie sur les traités de paix. Bon, alors celle-là, c'est un grand classique sur le plan des cartes d'histoire de la période. Donc on voit très bien. Donc là, on est bien sûr après 1870, l'unité allemande, la France de Napoléon III est vaincue, c'est la fin du Second Empire, sous la Troisième République. L'Alsace-Lorraine passe côté allemand. Ici, nous avons donc l'œuvre, si je puis dire, de Bismarck. Alors, j'ai une petite chaîne YouTube que celles et ceux qui nous suivent pourront consulter. Cette chaîne s'appelle Parlons Histoire. Et dans cette chaîne, je fais des petites featurettes historiques sur des points divers. Enfin, je fais ce qui me plaît. Enfin, j'ai mis mes cours aussi, puisque pour cause de Covid, n'est-ce pas, pendant 2 ans, tous nos cours ont été obligatoirement mis en visio. Donc j'ai fait des petits cours en ligne d'1h20, 1h30. Et donc, j'avais fait un topo sur Bismarck. Et donc, Bismarck, évidemment, c'est le fameux chancelier de fer. C'est lui qui, donc sous l'Empire, enfin sous le royaume de Prusse, bien sûr, va mettre en place toute cette politique qui va permettre la naissance de cette énorme masse que l'on voit sur l'écran ici, qui est l'Empire allemand, donc qui est proclamé, comme on le sait, dans la galerie des glaces du château de Versailles en 1870. J'insiste sur ce point, car la signature du traité de Versailles, par exemple, dont on va parler tout à l'heure, eh bien, cette signature du traité de Versailles se fera, elle aussi, dans la galerie des glaces du château de Versailles, à l'endroit même où avait été proclamé cet empire allemand. C'est vraiment la revanche de 1870, c'est-à-dire de 14. Enfin, dans bien des écrits, dans bien des interprétations françaises que l'on peut voir, que l'on a dans l'historiographie. Bon, aussi, évidemment, l'Empire russe, qui, alors bien sûr, c'est presque une tarte à la crème, mais comment ne pas faire de lien, d'ailleurs c'est très difficile de ne pas faire de lien avec l'actualité, mais qui, comme vous le voyez, bien sûr, englobe une partie de la Pologne actuelle, et la Biélorussie, et puis bien sûr aussi l'Ukraine. Tout ça, c'était dans l'Empire des Tsars. C'est pas moi qui le dis, c'est Hélène Carrère d'Ancos. Je crois que c'est un auteur français bien connu, une élève de Jean-Baptiste Durosel, très grande historienne des relations internationales, Hélène Carrère d'Ancos, dont je crois qu'on doit relire et relire son ouvrage qui s'appelle La gloire des nations, parce que Carrère d'Ancos avait, bon élève, connaissant les forces profondes de l'histoire des relations internationales, de la vieille école française de l'histoire des relations internationales, fondée par Pierre Renouvin, développée ensuite par Jean-Baptiste Durosel. Si je le dis là, c'est parce que j'en suis moi modestement issu, puisque j'ai fait mon DEA et ma maîtrise dans l'Institut Pierre Renouvin, qui avait été créé à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Et ma directrice de recherche, Elisabeth Duréau, dont je parlais tout à l'heure, a fait sa thèse avec Jean-Baptiste Durosel, thèse bien connue sur Édouard Daladier, qui gravite beaucoup sur 1938, etc. Ce n'est pas le propos de ce soir, mais je pense que c'est important de le rappeler, parce que cette théorie des forces profondes dans les relations internationales, c'est vraiment quelque chose de transversal et qui concerne bien sûr l'histoire du XXe siècle, mais l'histoire aussi bien avant et ce qui se passe encore à l'heure actuelle un peu partout et pas que dans cette guerre russo-ukrainienne. Donc là, on voit donc cet empire russe, et puis au sud, ça c'est un peu le résultat de l'œuvre, d'une partie de l'œuvre de la politique étrangère de Napoléon III. C'est cette Roumanie embryonnaire, qui sera bien plus grande, bien sûr, plus tard, et qui a été la résultante de la victoire des guerres de Napoléon III, la fameuse guerre de Crimée, et la naissance de cette première forme de la Roumanie, qui est considérée comme un État balkanique jusqu'en 1914. Après, vous savez, elle sera enrichie grâce
par le traité de Trianon, comme ce directeur a évoqué tout à l'heure, hein, évidemment de toute la partie Transylvanie, hein, puis d'autres parties qui vont donner la Grande Roumanie de 1920, qui possédait cet État, qui à l'heure actuelle est un État indépendant, c'est-à-dire la Moldavie. La Moldavie, hein, pendant toute l'entre-deux-guerres, c'est un État qui fait partie, enfin c'est une province de la Roumanie. On parle le roumain. Hein. Voilà pourquoi, hein, à l'heure actuelle, hein, c'est un point de tension extrême dans cette situation extrêmement grave de guerre, hein, qui a lieu dans la région. Bon, je ne développe pas, ce n'est pas le propos de ce soir. Et puis au sud, évidemment, on voit ces États qui se sont libérés de l'Empire ottoman, hein. Donc le petit royaume de Bulgarie qui est en train de se mettre en place, la Serbie, et puis là, bon, en 1970, donc il y aura d'autres parties, la Macédoine, etc., qui vont, le Monténégro, hein, l'Albanie, qui vont, elles aussi, devenir indépendants au XIXe siècle. Si vous voulez, la carte du sud-est européen, hein, qui fait partie, hein, de cet ensemble au sens large de l'Europe centrale, hein, cette carte, donc, en 1914, hein, au moment où il y a l'assassinat de l'archiduc, hein, à Sarajevo, hein, ce qui va déclencher le processus de la guerre de 14, on va y venir, eh bien, cet espace, si vous voulez, balkanique, tel qu'il est aujourd'hui, hein, après la dissolution de la Yougoslavie, hein, les 10 ans de guerre de Yougoslavie, hein, de 1990 à 2000 environ, hein, eh bien, ressemblait exactement, à trait pour trait, à ce qu'il était en 1914. Hein, c'est quand même intéressant. Entre-temps, oui, de 1918, si vous voulez, à 1990, il y avait là le fameux État des Slaves du Sud, dont on va parler tout à l'heure avec les traités de paix, la fameuse Yougoslavie. Voilà, qui n'existe plus à l'heure actuelle, c'est redevenu ce qu'on appelle les Balkans dits de l'Ouest, qui est un terme que je trouve horrible, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on le dit dans les médias, les Balkans de l'Ouest, sachant qu'il y a des Balkans de l'Est, n'est-ce pas, qui, bon, bah écoutez, à l'heure actuelle, les Balkans de l'Est, c'est en gros la Bulgarie. Voilà. Bon. Donc voilà pour cette carte, je pense qu'elle est intéressante, et bien sûr au milieu, j'ai gardé pour la fin, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Bon, bah oui, vous comprenez que cet empire va disparaître totalement à la faveur des traités de paix, hein, c'est un peu le propos de ce soir quand même. Il va disparaître au profit justement, hein, il va complètement disparaître, l'Empire allemand ne disparaît pas. Hein, il y a la République de Weimar qui va apparaître, l'Allemagne va perdre des territoires bien sûr, notamment au profit de la recréation de la Pologne, on le sait, hein, tout comme pour la Russie, hein, qui va sortir en 1917 de la guerre de 14 à faveur de la révolution bolchevique, hein, traité de Brest-Litovsk, hein. Mais l'Autriche-Hongrie démembrée, ça c'est vraiment le principal fait, si vous voulez, de ces fameux traités de paix, et ça va nous faire rentrer dans la deuxième partie. Voilà, bon, il me reste un petit quart d'heure, donc ça me va. Voilà. Et donc cette Autriche-Hongrie, si vous voulez, va être dissoute, démembrée, va rester une toute petite Hongrie, hein, on va quand même l'évoquer tout à l'heure, et puis toute petite République d'Autriche, hein, qui deviendra un État de locuteurs allemands, bien sûr, et qui, dès le début, si vous voulez, cette Autriche qui va naître en 1918-1919, cette Autriche, si vous voulez, sera d'ores et déjà un État qui sera en danger, hein, en cas de retour du nationalisme en Allemagne. Et comme vous le savez, c'est évidemment ce qui va se produire, hein, au début des années 30, et ça se terminera par l'Anschluss en mars 38. Hein, on le sait, on connaît bien cette histoire. Donc, remodeler l'Europe des vainqueurs, deuxième partie. J'ai fait une longue partie introductive, mais je pense que c'est quand même important. Alors, remodeler l'Europe des vainqueurs. Alors là, on va essayer de faire, je ne vais pas vous ressortir de tous mes cours, parce que ça correspond à peu près à 3 cours, donc à 4h30 à peu près de cours. Évidemment, il est hors de question de faire ça ici. Voilà, mais donc je condense. Bon, 1914, hein, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout ce que je vous ai montré là, depuis tout à l'heure, eh bien, ça va éclater complètement, ça va disparaître, hein, c'est terminé. Pourquoi? Parce que cette Europe des empires, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, empire allemand, empire d'Autriche-Hongrie, empire ottoman aussi, dans un certain sens, empire russe, hein,
l'empire tsariste russe. Tout ça, si vous voulez, va être complètement remis en cause par différents événements. Et à la place, eh bien, une Europe centrale libre, fait d'États vainqueurs, ce qu'on appelle les États, si vous voulez, donc issus des traités de paix, mais qui faisaient partie du camp des vainqueurs, et puis ce qu'on appelle les États successeurs, c'est-à-dire les États vaincus successeurs. Tout cela, eh bien, va être complètement remodelé, si vous voulez, dans un espace donc, qui correspond à peu près à l'Europe centrale telle que nous la connaissons encore maintenant en cette fin d'année 2022. Alors, pour essayer de faire quand même simple, bon, on peut quand même évoquer très rapidement la guerre de 14, vous savez, cette guerre devient mondiale en 1917 parce que les États-Unis du président Wilson vont entrer dans le conflit, et puis l'année 1917 est aussi une année importante dans la guerre de 14, parce que c'est aussi le moment où va éclater la révolution russe, première phase, révolution classique, et puis comme vous le savez après, à la fin de l'année 1917, c'est la révolution bolchevique, Lénine et les bolcheviks. Il y aura donc évidemment la guerre civile russe, la guerre russo-polonaise aussi, ça peut-être on pourra en parler dans le débat, mais néanmoins, la Russie, future bolchevique, perd énormément de territoire avec le traité de Brest-Litovsk, qui vont permettre justement, et on le voit sur cette carte, de donner naissance à cette nouvelle Pologne, qui avait disparu depuis plus d'un siècle, puisqu'on avait ce foyer du Grand-Duché de Varsovie. Et bien, donc voilà, une Pologne recréée, et avec comme corollaire au nord, on le voit, et c'est très important aussi de noter, ce sont les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui faisaient partie de l'immense empire de tsar. Et ces États baltes vont, alors je recommande fortement un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis il y a une dizaine d'années, notamment la thèse d'une ancienne collègue qui s'appelle Sophie Wilks, V-I-L-K-S, qui a publié sa thèse. Il y a très peu de gens qui travaillent en France là-dessus, sur la question des Baltes, mais ces États vont vivre une période d'indépendance, de réelle autonomie, jusqu'en, hélas pour eux, comme la Pologne d'ailleurs, en 1939, où à la faveur du pacte germano-soviétique, eh bien, Staline ne va pas se priver de les envahir, et tout comme la pauvre Moldavie roumaine, en 1945, ce même Staline oubliera, n'est-ce pas, oubliera de leur redonner leur liberté. Ils devront attendre l'année 1989-90 pour la retrouver. Et on sait que dans le cas des pays baltes, il y a eu des tensions autour de Gorbatchev, puisqu'il était même question d'envoyer l'armée rouge pour empêcher qu'ils redeviennent indépendants. Enfin, c'est un épisode assez connu maintenant de la fin de l'ère soviétique. Ça a failli très mal se passer pour eux. À l'heure actuelle, comme vous le savez, ils sont redevenus des États indépendants jusqu'à maintenant, et on leur souhaite, et évidemment, on pourra débattre de tout ça tout à l'heure, mais bien sûr, c'est pour eux, ils sont sur une zone évidemment très tendue à l'heure actuelle, on sait très bien pourquoi. Donc cette guerre de 14 fera environ 10 millions de morts, bon, je passe très rapidement, c'est bien connu, 1,6 million de morts pour la France, ce sont des chiffres qui sont énormes pour l'époque, 3,3 millions de morts pour la Russie, 2,4 millions de morts pour l'Allemagne, bon, etc., etc. L'Autriche-Hongrie, 1,5 million de morts, enfin bon, c'est une hécatombe effroyable, cette guerre de 14, extrêmement traumatisante, et tant et si bien que la réorganisation du monde en 1919, l'ouverture de la fameuse conférence de la paix, qui succède à la série d'armistices qui sont signés en 1918, eh bien, ce que l'on veut faire, et là j'insiste là-dessus parce que moi c'est mon maître mot depuis 2000 que je donne mes fameux cours, là, on veut rendre la guerre illégale. On veut bâtir désormais un monde qui sera basé sur la primauté du droit sur la force.
hein. Parce que tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, le 19e siècle, etc., avant, même le Congrès de Vienne, on était basé sur des alliances militaires, sur des alliances entre des empires, hein, d'ailleurs c'est ce qui a déclenché la guerre de 14, hein, bon, voilà, le fameux jeu des alliances, aussi du côté évidemment des puissances occidentales, hein, il y avait aussi ces alliances militaires. Tout cela, on n'en veut plus, hein, ça semble très utopique, hein, ces années 1919-1920, surtout à l'heure actuelle, hein, franchement. Mais autour donc de la création de la Société des Nations, hein, qui sera la garante, hein, si vous voulez, de, ce droit international que l'on peut hein, désormais installer, hein, eh bien, désormais, la guerre sera rendue illégale hein, et on organisera les relations entre les États hein, pour faire en sorte, si vous voulez, que une boucherie aussi épouvantable que celle de la guerre 14-18, extrêmement traumatisant, j'insiste vraiment hein, pour l'époque, ne puisse pas se reproduire. Ça, c'est vraiment le maître mot, qui vont réunir les grands vainqueurs hein, de la guerre de 14. Alors j'y reviens, bon, la conférence est ouverte à Versailles, pour la France c'est Georges Clemenceau, pour l'Italie c'est Orlando, pour donc la Grande-Bretagne c'est Lloyd George, et pour les États-Unis, hein, le président Wilson qui se déplacera lui-même, c'est la première fois hein, que l'on voit ça pour l'époque, hein, c'est tout à fait une révolution, il ne prend pas l'avion, il prend évidemment transatlantique, hein, viendra lui-même hein, avec le colonel House, hein, son conseiller pour les affaires étrangères, afin de mettre en place ces fameux 14 points sur lesquels donc on va architecturer ce nouveau monde hein, que l'on espère sera libéré de toutes ces horreurs de guerre. Très important, cette philosophie des traités de paix, cette philosophie de la conférence de la paix. Hein. Et encore une fois, sur le plan historiographique, regardons rapidement un champ large. Hein. Tout simplement, ça ne se reproduira pas. Hein. Alors, je ne sais pas comment se terminera, hélas, cette guerre russo-ukrainienne. Il est évident qu'il y aura une remise des cas, une fois encore, une redistribution des cartes. C'est inévitable. C'est tellement énorme que de toute façon, je ne vois pas comment ça ne se produirait pas. Quand, j'en sais rien, espérons le plus tôt possible, pour la paix du monde, mais pour l'instant, bon, jusqu'à présent, on n'a pas revu ça. 1945, ça n'a rien à voir. Très rapidement, si vous voulez, en 1945, hein, le camp de l'Est et de l'Ouest vont se déchirer très vite. Hein, et ensuite, on entre dans la guerre froide avec toutes les séries de crises graves qui vont se produire. Alors, regardons cette carte, donc, on a des États nouveaux qui n'existaient pas du tout, qui n'ont jamais existé. C'est la Tchécoslovaquie, hein, au centre, hein, qui fera partie de ce système de sécurité dont on va parler tout à l'heure, qui sera la Triple Entente. Hein. Au sud, bien sûr, on a les États vaincus, l'Autriche et la Hongrie, mais qui sont devenus beaucoup plus petits hein, à la faveur de la création des autres États. Donc, et l'autre État qui est nouveau, qui n'existait pas, hein, qui n'avait jamais existé, c'est la Yougoslavie, l'État des Slaves du Sud, hein, qui sera d'abord connu comme étant le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Ce sera un royaume, une monarchie, si vous voulez, démocratique, hein, constitutionnelle, hein, donc, en tout cas dans un premier temps, donc des États des Slaves du Sud, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Et la Tchécoslovaquie au centre. Et puis ensuite, on a les États, si vous voulez, qui sont alors, les petits États baltes au nord, effectivement, qui n'avaient pas d'indépendance, en tout cas pas avant ça s'est remonté très loin au Moyen-Âge, hein, évidemment. La Pologne, qui est recréée, hein, une Roumanie qui est agrandie, une Bulgarie, donc, qui est évidemment un État vaincu, puisqu'il est allié de l'Allemagne, et qui donc désormais a dû se réduire tant soit peu. Hein. Et donc, bien sûr, tout cela va former, si vous voulez, cette nouvelle, et cette surtout Europe centrale, hein, qui va renaître. Alors, les traités de paix, hein, qui vont décider tout cela, hein, on va les lister rapidement parce que je vois qu'il ne me reste qu'en théorie que 4 minutes. Mais bon, enfin, je ne sais pas, ça je parle sous le contrôle du président de séance, vous me direz. On peut vous laisser un petit peu plus, on peut vous laisser 10, même 15 minutes si vous voulez bien, on a commencé un petit peu plus tard. D'accord, alors vous me donnerez le stop. Vous arrêterez, ne vous inquiétez pas. Vous me ferez des grands signes, comme ça je ralentisse mon propos. Alors bon, les fameux traités. Donc, bon, j'ai évoqué tout à l'heure
les aspects généraux de cette conférence de la paix, le principe des droits à disposer d'eux-mêmes, donc que les États-Unis, hein, c'est pas qu'ils l'imposent, mais si vous voulez, ça fait partie du cahier des charges, hein, de leur participation à la guerre qui a été décisive. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'entrée des États-Unis qui est décisive, effectivement, en 1917, dans la victoire des Alliés, si vous voulez, dans la guerre de 14, mais il y a un autre aspect, et je ne peux pas ne pas en parler, parce que j'ai organisé en 2018 une exposition là-dessus, j'ai été commissaire d'exposition d'une exposition sur l'armée d'Orient. L'armée d'Orient, ce n'est pas une armée qui est à l'orient, située dans des pays orientaux, c'est cette armée, si vous voulez, française et essentiellement franco-britannique, disons interalliée, qui, en 1915, si vous voulez, avait été envoyée pour forcer ce qu'on appelle ici le détroit des Dardanelles, puisque la Turquie, hein, l'Empire ottoman de l'époque, la Turquie, qui deviendra la Turquie ensuite évidemment en 1923, hein, donc c'était le centenaire l'année prochaine, eh bien, cette armée donc interalliée est envoyée en 1915, c'est un échec, hein, et les débris de l'armée interalliée vont être au nord de la Grèce, si vous voulez. Ce sera le nom de cette armée d'Orient, et cette armée d'Orient va passer à l'offensive à la fin de l'année 1918, hein, au mois de septembre, et va percer, si vous voulez, le front sud, hein, des puissances centrales, hein. Donc il y a la grande offensive de Foch à l'automne 1918, hein, donc celle-là on la connaît, hein, c'est l'offensive de la victoire, hein. Et puis au sud, il y a cette grande offensive de l'armée d'Orient. C'est important, hein, c'est d'avoir pris, si vous voulez, en tenaille, hein, les puissances centrales, ce qu'on voulait faire en 1914, hein, avec la Russie tsariste, hein, puisque évidemment les États, hein, occidentaux étaient alliés, hein, franco-britanniques, avec la Russie. Bon, vous savez comment ça se termine en 1917. Donc c'est important de le retenir. Et donc ces fameux 14 points donc, de Wilson sont très importants là-dedans, hein. Et puis, autre aspect général de ce monde qui va naître au début des années 20, donc c'est effectivement les fameux traités de paix. Alors les traités de paix vont, si vous voulez, comporter tous, hein, un point important, c'est qu'ils seront assistés de ce qu'on appelle le comité d'études. Alors, comité d'études, moi j'avais écrit dans mes jeunes années, j'étais en DEA, un article là-dessus. Et je l'ai mis en ligne d'ailleurs récemment sur ma page sur Academia, et je sais qu'Inga l'a mis dans l'annonce, la référence de cette page. Si vous voulez retrouver quelques articles que j'ai commis sur les différentes années, vous pouvez aller les consulter librement sur cette page. Ça, c'est juste en passant, mais ce comité d'études, en fait, était une structure d'experts constituée, si vous voulez, et présidée par un géographe français qui s'appelait Emmanuel de Martonne, personnage extrêmement important. C'était un géographe français, c'était le gendre du grand géographe français qui était Vidal de la Blache, hein, grand géographe donc de la fin du 19e siècle, et Emmanuel de Martonne, si vous voulez, va inventer avec ce comité d'études, en gros, l'école de géopolitique française. J'avais écrit ça dans la revue Hérodote, qui est une revue de géopolitique qui est bien connue. Si vous voulez lire cet article, vous pourrez le lire. Là, je n'ai pas le temps de vous le résumer. Mais néanmoins, de Martonne et ses experts vont conseiller, si vous les ministres plénipotentiaires, membres donc évidemment des comités d'organisation de ces traités de paix, pour évidemment retracer, c'est là extrêmement intéressant, retracer la carte de la nouvelle Europe centrale qui va naître. Ça, c'est très intéressant. Donc, ce sont des géographes qui, si vous voulez, vont faire de la politique au sens propre du terme pour justifier que telle frontière devra passer par là ou par un autre endroit. C'est extrêmement intéressant parce que ça va quand même avoir des conséquences. On le sait bien sur toute la période de l'entre-deux-guerres, ça. Donc voilà, donc ça c'est important de savoir qu'il y avait cette structure. Et puis la naissance de deux structures, donc la Société des Nations, je l'ai évoqué tout à l'heure, et la fameuse Commission interalliée des réparations de guerre, sur laquelle j'ai fait ma thèse. Cette commission interalliée des réparations, qui était une structure internationale, le siège étant à Paris, et qui était chargée de collecter les réparations. Alors allemandes, bien sûr, mais moi je n'ai pas travaillé là-dessus. Été écrit par un très grand professeur, bien plus éminent que moi, qui s'appelle Georges-Henri Soutou. Voilà. Mais moi, j'ai travaillé sur la question des réparations hongroises, autrichiennes
et bulgare, qui m'ont ensuite amené à me spécialiser sur la Bulgarie. Voilà, donc ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais ce sont les deux structures internationales que créent, si vous voulez, les traités, que crée la conférence de la paix en tant que telle, et qui vont exister pendant tout l'entre-deux-guerres. En gros, la SDN, on sait, disparaît à la faveur de la création de l'ONU, il n'en reste plus grand-chose dans les années 30. Cette commission des réparations disparaît au début des années 30. Elle sera reprise ensuite par une banque qui s'appelle la Banque des règlements internationaux, dont le siège est à Lausanne, en Suisse. J'ai consulté leurs archives, évidemment, dans le cadre de ma thèse, parce qu'ils sont dépositaires, et ils étaient encore dépositaires au début des années 2000, de dossiers qui concernaient encore, sur le plan juridique, les réparations, l'exécution de ces fameuses réparations de guerre. Donc, vous voyez que c'est un vaste sujet. Alors, les traités, donc 28 juin 1919, évidemment, je choisis la date du 28 juin, c'est un grand symbole, c'est le premier des traités, celui qui concerne l'Allemagne, traité de Versailles, qui institue l'Allemagne par son article 231 comme principal responsable, si vous voulez, de la guerre, sujet qui fait encore débat de nos jours, et surtout les réparations allemandes, comme vous le savez, jusqu'en 1924, vont poser problème. Ça déclenchera l'invasion de la Ruhr par Poincaré en 1923, parce que l'Allemagne ne voulait pas payer ses réparations, tout simplement, ne pouvait pas les payer, tout simplement. Il faudra attendre 1924, le plan Dawes, où les États-Unis, qui s'étaient retirés de la scène internationale, mais qui étaient revenus sur le plan financier, ont prêté, en gros, je résume, des dollars à l'Allemagne pour qu'elle puisse envisager de mettre en place, si vous voulez, un échéancier du paiement de ces réparations. Et tout ça se termine en 1925 par le traité de Locarno, qui est, si vous voulez, le grand moment où on croit effectivement trouver un équilibre international, donc à l'époque de l'ensemble de la région. Et comme vous le savez, ce sera sans lendemain, puisque tout sera rapidement balayé en 1929 par la crise, évidemment, et ensuite tout un tas d'autres problèmes. Donc, la question principale du traité de Versailles, ça va être évidemment des réductions territoriales de l'Allemagne, mais beaucoup moins que pour l'Autriche et la Hongrie, bien sûr, mais il y aura ces réductions territoriales au profit de la création de Pologne. Ce sera le même cas bien sûr, des territoires gagnés à l'Est, avec évidemment le traité de Brest-Litov, qu'on a parlé tout à l'heure, et puis surtout la question des réparations qui va empoisonner vraiment les débats internationaux des années après la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, 10 septembre 1919, ce traité, c'est celui qui concerne le démembrement de l'Autriche. Donc l'Autriche et la Hongrie s'étaient séparées avant la fin de la Première Guerre mondiale, je vous le rappelle. Plein de révolutions éclatent en 1918 à la faveur des armistices, révolution qui éclatera à Budapest, révolution à Vienne, des révolutions évidemment qui sont dans le sillage, et ça fera très peur aux chancelleries occidentales, bien sûr, dans le sillage de l'émiettement, de l'éparpillement, si je puis dire, de la révolution bolchevique, parce que la révolution bolchevique, avec les premiers bolcheviques autour de Lénine, c'est la révolution mondiale. Donc, bien sûr, toute l'Europe centrale, si vous voulez, complètement troublée, avec des convulsions terribles, et t'en passe, effectivement, et c'est ce qui va se produire en Hongrie en mars 1919, en passe de, effectivement, basculer dans le camp bolchevique. C'est la grande peur des années 20, et puis après qui va peut-être occulter aussi la peur qui aurait été nécessaire contre Hitler dans les années 30, c'est cette peur de l'extension de la révolution bolchevique. Ça, c'est vraiment une étoile de fond de signature de ces fameux traités. Alors, on sait que ces tentatives de révolution en Allemagne seront réprimées à Berlin, à Munich, bien sûr, seront réprimées à Vienne. En Hongrie, il y aura une guerre civile qui va durer quand même 3 mois, à partir de mars 1919, où ce qui reste des forces occidentales en Europe centrale écraseront cette révolution de Bella Kun, au profit de l'arrivée du régent Horthy, et donc d'un régime très anticommuniste. Ça arrangeait bien tout le monde, bien sûr. Vous savez que ce régime va durer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, autour de Horthy. Horthy rejoindra avec la Hongrie plus tard la sphère hitlérienne. Donc voilà, alors démembrement effectivement de l'Autriche, au profit évidemment, on le voit très bien sur cette carte, de la création de la Tchécoslovaquie, il y a une partie, c'est important de le noter, et puis notamment bien sûr au détriment de l'Allemagne, il y a autour de Prague, vous avez l'ancienne Bohème-Moravie, la
la vieille Bohème-Moravie du Saint-Empire romain germanique, hein, qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce mot horrible, Tchéquie, parce que c'est affreux d'appeler ça. Moi, je préfère appeler, je sais pas, la République tchèque, si vous voulez, mais Tchéquie, c'est vraiment pas terrible, je trouve, comme terme. Enfin bon, c'est comme ça. Et puis, l'autre morceau qui est à l'est, hein, on le sait bien, c'est la Slovaquie, hein, qui était en fait l'ancienne Haute-Hongrie, hein, du royaume de Hongrie, et qui va devenir effectivement cet État des Slovaques, hein, qui donc sera fusionné avec la partie tchèque pour donner la Tchécoslovaquie. Intéressant, les documents de l'époque, quand on voit les archives de l'époque, Tchécoslovaquie s'écrit Tchéco-Slovaquie. La Tchécoslovaquie écrite comme vous voyez sur cette carte, ce sera bien plus tard. Hein, voilà. Donc, le traité de Saint-Germain, donc 10 septembre 1919, signé dans le château de Saint-Germain-en-Laye, hein, je ne sais pas si certains connaissent, qui est actuellement, enfin qui était déjà à l'époque le musée de la préhistoire, hein, et la presse autrichienne, alors c'est pour, comme j'ai un peu de temps, j'en profite, la presse autrichienne, comment dire, de l'époque, disait voilà, c'est tellement sévère ce traité de Saint-Germain, signé par que les Autrichiens ont signé avec les Alliés donc à Saint-Germain, que ça ramène l'Autriche à l'époque de l'âge de pierre, parce que le traité a été signé dans la salle de l'âge de pierre, c'était comme ça, donc dans ce traité. Je le sais parce que j'ai participé en 1999, hein, j'étais encore doctorant à l'époque, à un colloque à Saint-Germain-en-Laye sur les traités de paix. On commémorait donc à l'époque le 80e anniversaire des traités. Voilà, commémorer déjà le 100. Le traité de Neuilly avec les Bulgares, on les oublie toujours, ces pauvres Bulgares, 27 novembre 1919, petit État entraîné malheureusement, si je puis dire, dans les puissances centrales, les Bulgares, hein, qui donc ont une révolution autour de Alexandre Stambolitsky, le régime agrarien bulgare. Bon, là, j'écris des articles aussi là-dessus, je ne m'étends pas. C'est intéressant, le traité de Neuilly, car c'est le seul qui fixe le montant des réparations bulgares. C'est-à-dire que pour ménager la Bulgarie, et toujours dans cette crainte d'une extension de la révolution bolchevique, eh bien, on va donc fixer à 2 milliards de francs or, à peu près, les réparations bulgares. Hein, voilà. C'est le seul où elles sont fixées. Elles ne sont pas fixées à Saint-Germain-en-Laye, elles ne sont pas fixées à Versailles non plus, hein, mais évidemment, le principe de réparation est établi. Et puis, il nous en reste deux, bien sûr, et bien, qui sont le traité de Trianon, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est signé le 4 juin 1920. Mais pourquoi donc si tard? Eh bien, pourquoi donc si tard? Parce que le 4 juin 1920, parce qu'il a fallu le temps de réorganiser la Hongrie suite, évidemment, à cette révolution des conseils. Hein, donc, c'est comme ça qu'on l'appelait, autour de Bella Kun, qui était l'installation, ni plus ni moins, d'un régime bolchevique, hein, extrêmement dur, hein, épouvantable. Hein, je vous conseille, j'ai un topo historique sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder là-dessus. C'est un sujet très intéressant qui a été abordé, mais qui n'est pas non plus très comment dire, très populaire, quoi. Bon, mais c'est une révolution terrible, cette révolution de mars 1919, hein, où vraiment va tenter de s'installer un régime d'inspiration bolchevique. Hein. C'est le seul cas hein, en Europe centrale où va vraiment s'implanter quelque chose. Hein. Et il faudra quand même une guerre très dure pour le détruire, hein. Donc au sens propre du terme. Hein. Donc le régent Horthy, soutenu par les Alliés, donc écrase cette révolution. Réorganisation de la Hongrie dans un régime, la terreur blanche, un régime très violemment anticommuniste. Vous imaginez l'atmosphère des purges terribles à ce moment-là. Et donc, c'est que le 4 juin 1920, hein, que la Hongrie, si vous voulez, qui est la grande punie, hein, franchement, bien plus que l'Allemagne, hein, quelque part, de cette période, il faut bien le reconnaître. Hein, ça ferait plaisir peut-être à M. Orban de dire ça, mais n'empêche que c'est quand même... il utilise, bien sûr, hein, cet aspect-là, bon, peut-être qu'on peut en parler dans le débat, je ne sais pas, qui passe quand même de 283 000 km², je le rappelle toujours, avant 1914, à 93 000 km². Ce pays perd 200 000 km² de territoire, hein, au profit de tous les États tout autour, hein, bien sûr.
Bon, voilà, c'est comme ça, hein, ça a été décidé comme ça, vu comme ça. Alors souvent on dit c'est Clémenceau qui se vengeait, etc. Enfin tout ça c'est des légendes historiques complètement ridicules. C'est tout simplement que sur le plan géopolitique, tout simplement, bah, effectivement la Hongrie était un royaume particulièrement colonisateur, hein, des États voisins, et que ça a duré depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, hein, et que donc, bon, bah, effectivement, de fait, si vous voulez, le retraçage des frontières lui a été extrêmement défavorable, c'est plutôt ce que je pense. Hein. Donc, sa population, hein, le dernier recensement, je crois, de 1911, 18,2 millions d'habitants en Hongrie, alors la partie hongroise de l'Empire, hein, plus que 7 millions hein, en 1920. Et où ils sont passés les 11 millions de Hongrois, bah, ils ne sont pas morts, ils sont tout simplement à l'extérieur, ça devient des minorités. Et voilà un des grands problèmes du début des années 20 aussi avec la question des réparations allemandes, c'est quoi? Bah, ça va être le problème des minorités. Donc, quand je fais mon cours sur l'histoire de l'Europe centrale au second semestre tous les ans, je fais une séance entière sur la question des minorités, parce qu'elle est essentielle, cette question, pour comprendre les problèmes de l'entre-deux-guerres en Europe centrale. Ça va expliquer de la crise des Sudètes à malheureusement l'affaire de Danzig, bon, j'y reviens pas évidemment, on va en parler là, mais bien sûr, ça a été utilisé par Hitler. Hein. Il y a bien sûr les questions des minorités hongroises, et puis des tensions avec la Grande Roumanie, particulièrement enrichie évidemment du territoire de la Transylvanie précédemment hongroise. Hein. Tout ça va créer évidemment un monde en 1920, et c'est très important pour le propos et peut-être pour arriver vers la conclusion de ce que je souhaitais dire ici, un monde centre-européen qui va être quand même extrêmement instable. Certes, c'est un moment de grande victoire pour les Occidentaux, hein, parce que toute l'Europe centrale, et ça on va le retrouver qu'en 1989, hein, 1989-1990, va falloir attendre des décennies pour que ça revienne. Hein. Et là, à l'heure actuelle, malheureusement, bah, ça n'en prend pas le chemin. Hein. C'est ça le problème aussi. C'est pour ça qu'on est dans une période quand même si pesante actuellement. Hein. Et tout ça, État vaincu et État vainqueur, c'est le triomphe des démocraties partout. Hein. On le revivra historiquement qu'au début des années 90. Hein, et on sait que ça a commencé par la Pologne, hein, qui est le premier pays qui, après la chute du mur de Berlin, hein, a retrouvé la liberté hein, autour de je crois qu'il vit toujours d'ailleurs, le premier président qui était, alors je prononce à la polonaise, c'est Lech Walesa, nous en français on dit Lech Walesa, c'est Lech Walesa, je crois, voilà. Bon, voilà, hein, et depuis, on n'a pas revu, hein, on n'a rien revu de tout cela. Donc, c'est vraiment très important, ces questions des traités de paix, souvent jugées comme poussiéreuses, ennuyeuses, comme les années 20, etc. Mais pourtant, c'est une clé, moi je le pense, pour comprendre justement toutes les forces profondes historiques qui vont traverser tout cet espace pendant bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, tout simplement. Dernier des traités, 10 août 1920, le traité de Sèvres, c'est le fameux ottoman, qui, comme vous le savez, il y aura d'autres traités plus tard, puis la naissance, évidemment, de la Turquie, de Mustafa Kemal Atatürk. Hein. Ça, c'est ce qui se passe donc après. Alors, sur les années 20, bah, écoutez, très simple de dire, hein, et je ferai le 4 qui sera la conclusion rapide. Hein. Sur les années 20, bah, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui va se passer dans les années 20? Eh bien, c'est que très rapidement, hélas, hein, si on peut dire, on va en revenir hein, évidemment au système des alliances parce qu'on craint l'extension de cette révolution bolchevique et les Franco-Britanniques et surtout la France hein, veut absolument stabiliser hein, ce système diplomatique, le verrouiller si vous voulez, ce système d'alliance diplomatique, ce glacis issu de la victoire d'États démocratiques hein, qui pour l'instant ont comme principale inquiétude évidemment l'évolution de ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire dans la future URSS qui est en train de naître. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Eh bien, nous allons faire, ce n'est pas une carte muette à chaque fois, c'est la seule carte que je connaisse qui existe de la petite entente, hein, signée tout de suite au début des années 20, la petite entente. Hein. On vient à peine de terminer les traités de paix, que hop, on repart dans une alliance militaire hein, de sécurité. Bon, la Pologne aussi, à un moment donné, sera associée, mais là, au tout début, la fameuse Yougoslavie, on a la Tchécoslovaquie, donc les deux États nouveaux qui sont des piliers hein, vraiment de ce système, et bien sûr la Grande Roumanie. Alors, petit clin d'œil, l'amitié franco-roumaine, je parlais des racines tout à l'heure, l'amitié
franco-polonaise. Dans le cas de la Roumanie, vous le savez, ça remonte, je crois l'avoir démontré, à Napoléon III et bien sûr aussi à l'entrée de la Roumanie dans la Première Guerre mondiale en 1916. C'est toute l'œuvre du fameux général français Berthelot, qui jouera un rôle tout à fait capital dans justement la création de cette future grande Roumanie, de ce futur État. La Roumanie ne sera jamais aussi grande que durant l'entre-deux-guerres. À l'heure actuelle, et je ne fais pas de teasing vers Madame Sandou, la présidente actuelle de la Moldavie, mais jusqu'à l'heure actuelle, effectivement, la Moldavie, actuellement ancienne république soviétique, du temps de Staline, eh bien, est toujours un État indépendant et tellement menacé ces derniers temps quand Odessa était sous le feu, peut-être encore d'ailleurs, hélas, des missiles de M. Poutine. Voilà. Ça, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Donc voilà, alors pour rapidement, c'est la question des réparations allemandes qui va poser beaucoup de problèmes. Il y a la crise de l'invasion de la Ruhr. La Ruhr, c'est où? C'est là. Qu'est-ce que veut faire Poincaré en 1923, se servir techniquement, matériellement des réparations allemandes en s'emparant de la sidérurgie et des moyens énergétiques allemands. C'est réglé en 1924 par le plan Dawes, je l'ai évoqué. 1925, c'est la grande conférence de Locarno sur la stabilisation de toute la région avec les fameux traités d'alliance militaire mutuelle entre la France et la Tchécoslovaquie, n'oublions pas, qui sera tellement déshonoré en 1938, et celui entre la France et la Pologne, qui sera honoré en 1939. Malheureusement, on sait très bien ce qui s'est passé en septembre 1939. Quatrième et dernier point, bien sûr, la fin, la conclusion, si vous voulez, mais ça je l'ai un peu évoqué, et je vais donc terminer rapidement pour laisser la place au débat. Je suis désolé d'avoir un peu débordé, mais bon, voilà. Donc, rapidement, je vais vous demander de conclure en 5 minutes à peu près. Si oui, voilà, mais je vais, voilà, ce sera moins que ça, je pense. Donc là, j'ai sorti cette petite carte de l'actuelle Union européenne. C'est la plus à jour, Brexit exclu, si je puis dire, la Grande-Bretagne qui n'y est plus. Donc la situation est comme ça. 1919, si vous voulez, c'est quand même le grand moment où on a ce triomphe des démocraties partout. Voilà, ça je crois que c'est important. Ça ne se reproduira qu'en 1989. Ça, c'est très clair, avec la fin du bloc communiste, c'est très clair. 1949, pas du tout. On sait bien, c'est le début de la guerre froide, et c'est la bipolarisation, en tout cas, du monde, d'une part, dans la guerre froide, et bien sûr de l'Europe, Europe de l'Est d'un côté, donc les fameux pays de l'Est, terme horrible. Quand je commençais mon premier cours d'histoire de l'Europe centrale en 2000, donc il y a 22 ans de cela, on disait encore les pays de l'Est, je vous le garantis. Aujourd'hui, c'est quand même un grand plaisir de voir depuis quelques années que dans les médias, en tout cas chez nous, où c'est pas forcément brillant, mais peut-être pas plus brillant qu'ailleurs, désormais le terme Europe centrale est quand même enfin dans le langage. Et ça fait quand même plaisir. Bon, voilà. Et donc j'ai mis 2022 parce que 2022, depuis février 2022, il y a eu cette guerre d'agression, il faut bien le dire, et sur le plan historique, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas photo, comme on dit. Il s'agit réellement de l'invasion. Alors, parce que vous savez, il y a des débats, enfin des débats, si je peux appeler ça des débats, mais il s'agit vraiment d'une invasion d'un État souverain. C'est ça. Alors on dit Poutine a renversé la table, comme on dit en français, c'est parfaitement exact, il a renversé la table. Parce que là, il s'agit d'une véritable invasion d'un État souverain. Certes, bon, il y avait évidemment déjà un certain nombre de problèmes. Bon, on sait bien les accords de Minsk 2014, etc. J'y reviens pas, on n'a pas le temps. Mais il s'agit réellement de l'invasion d'un État souverain contre un autre. Dans la période, quand même, cette période où on pensait justement, en tout cas peut-être, alors on dirait il y en a d'autres ailleurs dans le monde, mais bien sûr. Mais là, c'est d'autant plus choquant que nous sommes précisé parce que l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, la Russie et tout ça jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe. L'Europe, c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne est une forme, etc. L'autre aussi, d'accord. Mais l'Europe, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'entend au sens, c'est un concept géopolitique, ça s'entend au sens large. Ça va, comme disait De Gaulle, pour le rassure De Gaulle, et pourquoi pas après tout, ça va de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe.
hein. Voilà, c'est ça l'Europe, hein, et ouvre pas. Hein. Bon, il y a l'Europe et puis il y a les pays d'Asie centrale, la Turquie, bon, à part un petit bout, bah, elle est en Asie centrale. Bon, après, c'est d'autres questions, d'autres débats. Voilà, alors je vous remercie de votre attention. J'espère que cette petite bafouille vous aura plu. Je suis bien désolé de ne pas être en face de vous dans la réalité, mais bon, grâce à la technique, au moins, on a pu échanger. Maintenant, ben, je suis tout à fait ouvert à vos questions. Je vous remercie de cette présentation qui a eu l'avantage d'être à la fois synthétique tout en donnant des éclairages sur les différents espaces pour montrer un petit peu les problématiques justement qui concernent les traités de paix et puis toutes les questions des frontières, aussi des communautés locales, des communautés à la fois nationales, mais des communautés ethniques aussi finalement. Peut-être c'est une question sur laquelle on peut revenir, puisque dans cette, comme vous l'avez dit, cette question ethnique, des minorités, elle ressort vraiment dans l'entre-deux-guerres qui comme un point important. Donc, alors moi j'ai quelques questions évidemment, mais peut-être avant, je vais laisser la parole à soit à la salle, soit à notre audience en ligne, pour pas faire simplement un monologue ou un dialogue, mais plutôt laisser la parole à d'autres qui souhaiteraient intervenir. Je ne sais pas, est-ce qu'en ligne, certains voudraient poser des questions? Bon, moi, je vais peut-être commencer. Allez-y. Merci beaucoup, Olivier, pour votre intervention. Je suis votre chaîne sur YouTube et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est une histoire de relations internationales, je dirais un peu de la perspective française aussi. Mais je me souviens, on en a discuté plusieurs fois. Moi, je ne suis pas allée au colloque de Cracovie en 2010, mais j'étais à Paris en 2008. On a eu ce colloque périphérie-centre, donc on en a parlé aussi des relations entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Et j'aurais deux questions et une remarque. Ma première question, c'est comment, à travers justement l'histoire des relations internationales, vous voyez la position de la France envers l'Europe centrale, la France, la grande puissance de l'époque et aussi aujourd'hui. Comment, selon vous, cette région est perçue un peu absente dans la politique étrangère de la France, mais qu'est-ce que vous en pensez? À l'heure actuelle, là maintenant. À l'heure actuelle, oui. Et aussi la position de la France envers l'Ukraine. Comment vous voyez ça? Ma deuxième question, parce que vous avez mentionné la géopolitique, c'est un peu la question que je m'intéresse en ce moment. Et comment vous voyez le rôle et la position justement géopolitique de l'Europe centrale aujourd'hui? Et ma petite remarque, parce que vous avez dit à la fin que 2022, c'était le moment où la Russie a envahi l'Ukraine. Et à mon avis, c'était bien le 2014 où ça a commencé. Merci. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, merci Kinga pour la question. Alors, on va commencer par la dernière. Alors, sur votre remarque sur l'invasion russe, alors 2014, alors je sais bien évidemment que c'est cousu de fil blanc, mais bon, il s'agit officiellement que les Russes ont soutenu effectivement les fameux séparatistes, etc., des régions de Donetsk et Louhansk, etc., et qui avait donné, et là c'est assez intéressant peut-être de revenir là-dessus, sur ce qui avait donné lieu aux fameux accords de Minsk 1 et 2, hein, qui n'ont pas été appliqués, mais qui étaient en fait, vous me direz ce que vous en pensez, mais à mon avis, de créer un État fédéral ou confédéral qui n'était pas vraiment, en tout cas ce que j'imagine, le gouvernement de Zelensky certainement contre ça, quoi. Alors donc c'est pour ça que c'est certainement en deux temps.
Mais vraiment, en février 2022, là, pour le coup, il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est-à-dire que c'est vraiment l'armée russe qui franchit. Alors après, ils ont appelé ça l'opération spéciale, etc., en utilisant en plus un discours de type, comment dire, soviétique, en parlant enfin ici, les gens effarés d'entendre ça, quoi, de parler d'un régime fasciste, etc., nazi. Bon, alors en référence, évidemment, hélas, à l'invasion de 1941, où en effet, effectivement, avaient été créées des unités pro-hitlériennes, etc., dont l'Ukraine envahie, qui faisait partie de l'Union soviétique de l'époque. Mais enfin, ça n'a quand même rien à voir, évidemment. Enfin, c'est complètement incroyable, quoi. Donc, je pense que la réponse, c'est ça, c'est qu'on est sur en deux temps. En février 2022, il n'y a vraiment plus d'ambiguïté. C'est clair que la fameuse opération Z, là, l'opération spéciale, hein, c'est-à-dire en fait une guerre d'invasion, ni plus ni moins, là, il n'y a aucune il n'y a plus possible. Mais vous avez raison, évidemment, que depuis 2014, il y avait eu le soutien, évidemment, en sous-main à ces républiques séparatistes. Puis bien sûr, il y a l'annexion de la Crimée. Alors la Crimée, c'est encore autre chose, hein, mais, bon, avec c'est toujours le même mode opératoire, avec des référendums bidons, etc. etc. Bon, quel sera le sort de la Crimée dans toute cette histoire, je ne sais pas. Tout ça aussi, la réponse, c'est que tout ça faisait partie de l'Union soviétique, évidemment, et c'était des républiques, hein, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine étaient des RSS, hein, des républiques donc, qui étaient fédérées à l'URSS. Hein. Rien à voir, évidemment, avec les pays de l'Est, où là, il s'agissait des pays du bloc, avec des États, entre guillemets, indépendants, enfin, évidemment, la botte de Moscou, mais quand même, c'était quand même pas des dans l'URSS. Alors, donc tout ça pour dire que c'est, à mon avis, pour l'histoire Poutine, là, c'était un coup de poker qu'il a perdu, tout simplement. On voit bien ici, je vous la recommande d'ailleurs, une chaîne d'information, un vlog, comme on dit, qu'un Français a lancé, ce monsieur s'appelle Xavier Titelman, on le trouve très facilement sur YouTube, qui fait un journal, ça s'écrit je crois que c'est T-Y-T-E-L-M-A-2-N. Voilà. Et c'est vraiment très remarquablement bien fait. Il est régulièrement invité dans les gros médias français. Où en fait il fait un journal parlé du conflit, quoi, mais d'une façon relativement objective, je veux dire, en partant des deux parties, à partir des images, hein, je veux dire, alors évidemment la question des images manipulées, etc., mais c'est quand même assez objectif sur le plan stratégique et très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez connu, hein, c'est un youtubeur, pas comme moi, hein, moi j'ai 800 abonnés et quelques, lui il en a des milliers, des centaines de milliers. Ça n'a rien à voir. Alors, il n'a pas de charge à l'université. Ensuite, pardon. Je disais, il n'a pas de charge à l'université, donc peut-être c'est un peu... Non, mais je ne sais pas. Non, mais non, je pense qu'il est... Enfin, après, il faut voir, quoi. Moi, je fais ça, oui. Mais moi, j'aime bien faire ça. Enfin, c'est un plaisir d'animer une chaîne YouTube. Mais je fais ça pour mon plaisir. Mais ça existait avant le confinement, je précise, j'avais déjà. Alors, la géopolitique, alors la position de la France, alors Macron et l'Ukraine. Alors Macron, ce qu'on peut, quand on voit depuis le début du conflit, une chose surprenait ici, même en France, hein, je veux dire, bon après Macron, il y a la question de sa popularité ou pas, mais ça, c'est un autre point. Mais il apparaît quand même comme plutôt bon pour nous, Français, sur le plan de la politique étrangère. Je ne parle pas de la politique intérieure, hein, ça c'est tout à fait autre chose. De toute façon, il y a énormément de problèmes économiques qui font. Mais en politique étrangère, ici, ce qui avait beaucoup surpris, ça je veux dire, c'est ces coups de téléphone réguliers avec Poutine. Hein. C'est-à-dire qui va reprendre manifestement, si j'ai bien compris, suite au G20, enfin je ne sais pas, c'est ce qu'on a vu dans les médias ici. Alors évidemment, il ne s'agit pas de discuter avec son copain, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est que et ça c'est assez intéressant, c'est qu'on retrouve un peu une tradition qu'on avait connue sous De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, du temps, sur le plan de la politique étrangère, avait, après la création de la Ve République, installé, comme vous le savez, il est sorti de l'OTAN, du gouvernement intégré de l'OTAN, De Gaulle, en 1966, je crois, et également, De Gaulle avait réussi à ouvrir un espace avec sa politique étrangère, si vous voulez, indépendante,
hein, qui est évidemment pro-occidentale, hein, bien sûr, mais il ne faut pas dire non plus n'importe quoi, mais qui était une politique indépendante, qui était une voix de la France dans la politique étrangère entre l'Est et l'Ouest, ce qui a quand même permis d'avoir quelques ouvertures, ce qui a permis ensuite, cette politique, comme vous le savez, a été reprise par Willy Brandt, hein, dans les années 70, c'était l'Ostpolitik, et puis tout ça, vous savez très bien à quoi ça aboutit à Helsinki, hein, aux accords d'Helsinki, la conférence d'Helsinki, qui va être le moment de détente, hein, avant que rapidement tout ça se figure encore une fois. Mais ça a permis d'ouvrir une voie, et on le voit, nous, cet aspect-là, je parle de la période de Gaulle et ensuite donc Willy Brandt, comme étant un peu le noyau, si vous voulez, de ce que sera plus tard, hein, après la réunification de l'Europe, comme on dit, la construction européenne, en tout cas la construction vers l'Union européenne, parce que la construction européenne, évidemment, la CE, la CK, tout ça, ça avait commencé bien avant. Hein. Donc, il était un peu dans ce sillage-là pour peut-être ouvrir une voie à un moment donné, peut-être vers déjà un cessez-le-feu, peut-être, dans cette affaire. Mais moi, je suis assez pessimiste parce que franchement, je pense que les points de non-retour ont été franchis dans cette guerre actuelle. Il y a, comme on sait, tous ces charniers qu'on a trouvés. Vous savez bien, en Pologne, vous savez bien l'histoire de Katyn, hein, dont on avait porté en 1940 la responsabilité aux nazis. Hein. Ils ont massacré tous ces Polonais dans les fosses de Katyn, c'était une horreur, et qu'en fait on a su après, hein, il a fallu attendre quand même la fin de la guerre froide, qu'en fait c'était les soviétiques de l'armée rouge qui avaient fait le coup. Hein. Donc bon, Bouchta, etc., tout ce qui commence à se développer sur les crimes de au moins des crimes de guerre, hein. Et après, c'est le tribunal international qui le dira, qui ont été commis, si vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de part et d'autre, hein, parce que ça a quand même un aspect aussi de guerre très fratricide, si c'est une guerre. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est une guerre qui est tout à fait atypique, ce conflit, enfin c'est mon analyse. Hein. On est à la fois, ça fait penser à l'invasion de l'Afghanistan en 79, ils sont quand même restés 10 ans, hein, en Afghanistan, les Russes, donc ils ont quand même de quoi faire. Hein. Bon. Évidemment, un désastre total, cette invasion de l'Afghanistan. Ça fait penser aussi à des aspects guerre civile, tels qu'on l'a vu la dernière fois qu'il y avait une guerre, c'est pas comme Macron l'a dit en 1945, non, la dernière fois qu'il y a eu une guerre aussi meurtrière et aussi horrible, avec des génocides avérés, hein, bah, c'est la destruction de la Yougoslavie. Hein. C'est 300 000 morts. Hein. Et encore, on n'a pas terminé de comptabiliser tous les morts de cette guerre de dissolution de la Yougoslavie, Kosovo, guerre bosniaque, enfin, tout l'empilage, hein, de 1990 au début des années 2000, et où l'OTAN est intervenue. Hein. Là, pour le coup, en bombardant, on était en 2000. Hein, enfin, vous savez bien, en bombardant Belgrade, enfin, etc., etc., parfois en se trompant en allant bombarder. Je sais parce que moi, en 99, j'avais un colloque à Varna et ça avait été annulé parce que par erreur, l'OTAN avait bombardé une partie de l'aéroport de Sofia, donc en Bulgarie, pas très loin. Et bon, ça, c'est un des épisodes de cette guerre. Donc oui, ça fait penser aussi à ça. Il y a beaucoup de choses, hein, et ça remue énormément de problèmes divers. Hein. Donc voilà, alors il y a eu ici, on a montré qu'il y avait une position Macron très en avance dans ce conflit. Il a animé, c'est sûr, alors je ne parle pas de l'OTAN, mais il a animé vraiment, électrolysé, peut-on dire, l'Union européenne, c'est-à-dire l'organisation des 24 autour de tous ces aspects, de tous ces problèmes, des questions énergétiques, etc. Il est apparu vraiment, je pense, comme un élément plutôt positif. Voilà. Mais ça, c'est le point de vue que nous, Français, on a. Hein. Je ne dis pas qu'il peut être critique, parce que l'Union européenne, c'est 24. Hein, il y a 24 avis différents. Hein, voilà. Bon. Donc voilà, alors, sinon, il y avait votre question sur la géopolitique et la position de la France vis-à-vis de l'Europe centrale à l'heure actuelle. Alors là, on retrouve quand même, on retrouve bien, je trouve, justement ce que j'ai évoqué sur l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire on retrouve ces relations, entre guillemets, assez privilégiées avec la Tchécoslovaquie, donc avec la Tchéquie, si vous voulez, enfin, avec les anciens alliés, hein, voilà, les Roumains aussi.
hein. Un seul exemple, je parlais de l'armée d'Orient tout à l'heure, où sont déployés à l'heure actuelle le corps expéditionnaire que la France a envoyé au cas où, dans le cadre de, en appui, dans le cadre de, si par malheur le conflit ukrainien débordé, entre guillemets, eh bien, ils sont à la frontière moldave. C'est-à-dire que l'armée française est installée là où se trouvaient leurs ancêtres d'il y a un siècle de l'armée d'Orient. Et ça, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'articles écrits là-dessus ou des investigations médiatiques, mais c'est un symbole vraiment très fort, là. Voilà, parce que pendant un certain temps, rappelez-vous, on a cru que les Russes allaient s'emparer d'Odessa. Ensuite, évidemment, il y avait la Transnistrie, où se trouve toujours la 8e armée russe de la période de Boris Yeltsin, n'oubliez pas. Donc là, il y avait, ça a été à un moment donné un hotspot, ça, dans le conflit, hein, où ça aurait pu déborder. Alors, je ne peux pas non plus, suite à votre question, ne pas évoquer, je terminerai là avec ma réponse, la question de cet incident, de ces missiles qui sont tombés à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. J'ai des collègues polonaises, hein, qui m'ont bombardé de SMS dans la nuit du lundi au mardi quand c'est arrivé, hein. Bon, alors, depuis, je ne sais pas, peut-être vous pouvez me répondre ou pas, j'en sais rien, mais depuis, on a parlé comment dire, d'un faux tir, enfin, comment dire, d'une erreur de ciblage, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, une sorte de bavure, entre guillemets. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais franchement, là, moi, j'ai tressailli parce que le mardi matin, je regardais les médias, comme tous les matins, enfin, les chaînes d'infos, Euronews, etc. Et on voyait passer des messages de soutien de la France et de la Grande-Bretagne, je cite, ces messages disaient « Nous donnons tout notre soutien au peuple polonais, etc. etc. » On avait l'impression de relire des messages ou de se retrouver dans l'ambiance de septembre 1939. C'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va réagir? Moi, bon, ça n'engage que moi, hein. Alors, je ne veux pas faire le conspirationniste ou je ne sais quoi, c'est pas ça. Mais moi, j'ai pensé, en tout cas, au début de cette histoire, qu'on était dans une opération sous faux drapeau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la Pologne, en septembre 1939, a été victime d'une opération sous faux drapeau. La fausse attaque du poste de frontière de Gleiwitz, hein, où en fait c'était une opération organisée par les services de sécurité nazis, hein, qui ont fait croire que les Polonais attaquaient ce poste frontière, hein, afin de provoquer un incident, hein, et bien sûr déclencher la Blitzkrieg, hein, que la Pologne a subi de plein fouet en septembre 1939. Hein. Donc moi j'ai mauvais esprit, mais j'ai craint que ce soit ça. C'est-à-dire une manière de tester la réaction de l'OTAN. Et vous avez vu tout de suite, quand même, vous avez vu que la réaction de l'OTAN, elle ne s'est pas fait attendre, hein, elle a été tout de suite de faire redescendre la tension tout de suite dans cette histoire. Alors à l'heure actuelle, je ne sais pas, je crois que l'investigation n'est pas terminée sur cette affaire, il y a quand même eu 2 morts, je crois. Bon, j'espère, je veux croire que ça n'était qu'un incident, comment dire, une erreur de tir des Ukrainiens. Enfin, j'ai du mal à croire que les artilleurs ukrainiens tirent des missiles vers l'ouest, si vous voulez. Moi, quand Poutine envoie des tonnes de missiles venant de l'est, on tire vers l'est, pas vers l'ouest. C'est bizarre. Enfin, bon, voilà, on commence à voir, hein, voilà. Voilà, peut-être réagir à ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, alors maintenant. Merci de la réponse. Là, encore une fois, je vous remercie. Alors évidemment, ce sont des thématiques sur lesquelles je pense qu'il faudrait faire une intervention sur la part et puis on pourrait en discuter assez longuement. Enfin, je ne vais pas y réagir tout simplement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et on a une question en ligne et donc qui revient sur la période que vous avez traitée. Et puis moi, peut-être, j'ajouterai une question pour gagner un petit peu de temps sur la même période également. Donc, je vous lis la question en ligne. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, quelles innovations ont changé l'économie de l'Europe dans les années 1920 et qui a le plus profité de l'après-guerre en matière d'économie? Merci pour l'ensemble de la présentation et pour la réponse. Et c'est pour ma part une question très brève aussi, parce que vous avez dit effectivement que la mise en place de la SDN, c'est une façon en quelque sorte d'affirmer ou de réaffirmer la primauté du droit sur la violence, en tout cas sur la violence militaire. Et puis,
Donc j'aurais une question, si vous voulez, double en quelque sorte. D'une part, est-ce que cette réflexion, est-ce que c'était une nouveauté de l'après-guerre, ou est-ce que finalement c'était une suite des démarches et des négociations qu'il y a eu avant la Première Guerre mondiale? Puisque finalement, avant la Première Guerre mondiale, on voit aussi qu'il y a tout un mouvement de pacifisme, comme on l'a appelé, où il y a véritablement des conférences de juristes qui considèrent qu'on peut très bien finalement éviter la guerre en se mettant d'accord, en mettant en avant justement toutes les questions de droit international. Et finalement, en 1914, on voit que ça ne marche pas du tout, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est finalement c'est la suite de ce qui a été fait avant la guerre, ou est-ce que c'est une nouveauté qui est la conséquence de la guerre, d'une part? Et d'autre part, vous avez dit aussi, justement, dans cette question de la SDN, donc il y a évidemment il y a la volonté d'affirmer la primauté du droit, mais quel est finalement l'élément qui est censé garantir la sécurité? Parce que le droit, c'est une manière de négocier, c'est un outil en quelque sorte. Mais finalement, on voit aussi qu'il y a la question des minorités et des ethnies, que vous avez évoqué également, qui se met en place dans l'entre-deux-guerres, puisque les États essayent de se réformer, mais ce sont, pour la plupart, en tout cas pour l'Europe centrale, ce sont des États multiethniques. Et du coup, est-ce que, par exemple, la politique d'assimilation qui est mise en place dans la Pologne de Pilsudski, mais qui est mise en place aussi en partie en Hongrie, dans d'autres États, est-ce que c'est une des manières locales de garantir cette sécurité, ou est-ce que c'est simplement une sorte de conséquence des régimes autoritaires qui se mettent en place? Donc évidemment, j'ai bien conscience que ce sont des points assez discutables aussi, mais quel est votre point de vue? Enfin, ce serait intéressant de voir comment est-ce que vous voyez l'évolution qui a eu lieu dans cet entre-deux-guerres, en réalité. Alors, donc, je vais répondre de Martha, qui oui, c'est ça. Alors, sur les années 20, les pays qui en ont le plus profité. Alors évidemment, il y a ça à coup sûr, puisque les années 20 sont connues comme étant les années folles, hein, il y a la relance économique des pays occidentaux, de la France et de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la reconversion des industries de guerre, hein, pendant 4 ans, dans des industries, donc évidemment les industries normales de la paix. Hein. Et là, évidemment, il y a une sorte, alors c'est pas les 30 glorieuses, bien sûr, ça ce sera après 45, mais il y a vraiment un redécollage économique en Europe occidentale, et on le sait très bien, ça va aboutir à cette explosion de crise monétaire, hein, que sera la crise de 1929. Bon, ça donc, bien sûr, les pays occidentaux vainqueurs, principalement. Bon, États-Unis, mais les États-Unis vont se replier, hein, puisqu'on sait que Wilson va perdre comment dire, les élections, ne sera pas candidat à sa succession, et que c'est un président donc républicain, je crois que c'est Coolidge, je ne sais plus très bien son nom, qui sera effectivement pour une politique de refermement économique. Hein. Donc, d'isolationnisme d'ailleurs. Donc, bon, pour les États-Unis, on les laisse à part. Sinon, l'autre pays, c'est paradoxalement, c'est quand même l'Allemagne, qui va redynamiser aussi les pays autour, parce que l'Allemagne, à partir de 1924, va bénéficier du plan Dawes, il ne faut pas l'oublier, qui va mettre un terme à cette crise, parce qu'en 1923, l'invasion de la Ruhr, hein, a quand même failli déclencher, hein, donc tout simplement une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, hein, cette présence de troupes françaises qui forçaient les ouvriers allemands à extraire du charbon pour la France, à faire tourner la sidérurgie allemande pour la France. Tout ça avait provoqué des crises, évidemment, des noyaux, bien sûr, de révolte noyautés par les bolcheviks, hein, bien sûr, enfin, c'est toujours le même scénario. Donc, il faut vraiment 1924 qui va pacifier. Et évidemment, le règlement de l'Allemagne, le début de règlement par l'Allemagne de ses réparations, va en faire décoller son économie, bien sûr, et tout va s'écrouler en 1929 parce qu'il y aura eu ce lien, évidemment, fait entre l'économie allemande et les prêts en dollars. Hein. Le dollar s'effondre en 29 et on le sait, l'Allemagne plonge dans une crise économique catastrophique, hein, qui va évidemment être en partie à l'origine de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Hein. Et si ça n'avait pas été Hitler, ça aurait été les bolcheviks. Hein. On sait très bien ce que c'est que l'Allemagne du début des années 30. Hein. Ce sont des combats de rue entre les nazis, parti nazi, les partis communistes. Enfin bon, on connaît tout ça. Ne serait-ce qu'un peu de culture. Je vous recommande, sur l'atmosphère de tout ça, d'écouter ou de réécouter l'opéra de Katsu de Kurt Weill, hein, qui illustre parfaitement, je trouve, l'ambiance de cette période. Hein. Donc voilà à peu près pour la réponse, dans le sens où, justement, l'Allemagne, évidemment, ça va redynamiser la région,
pays limitrophes, bien sûr, et qui, bien sûr, en 1929, quand tout va s'écrouler, seront aussi les premiers aussi à beaucoup en subir les conséquences. Alors, pour votre question, donc sur la SDN et ses origines, alors mais tout à fait, la SDN, alors je crois que c'est, que je ne dise pas de bêtises, déjà dans les philosophes allemands qui avaient esquissé cette idée, je crois que c'est Emmanuel Kant, hein, mais je ne suis pas sûr, ou Hegel, je ne sais plus lequel des deux, mais déjà dans les réflexions intellectuelles, sa pensée philosophique du 19e siècle, en effet, l'idée de créer une société des nations existait déjà. Hein. En France, notamment Victor Hugo aussi, hein, qui avait beaucoup pensé aussi, alors c'était plus l'idée européenne, hein, mais oui, c'est bien sûr qu'il y a des racines à cette idée d'organiser les nations entre elles. Alors sur les moyens de coercition, pour faire appliquer évidemment tout ça, eh bien, vous allez rire peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais enfin, peut-être pas vraiment, mais que la SDN, alors bien sûr, comme vous le savez, n'avait pas les moyens militaires hein, pour agir. Hein, il n'y avait pas de Conseil de sécurité non plus, il n'y a pas tout ça. Hein, c'est vraiment une assemblée à Genève, etc., au Palais des Nations. Hein. Bon, je vous recommande d'ailleurs, hein, il est très bien conservé. Si vous allez à Genève, on trouve là beaucoup de témoignages émouvants de cette période, le palais de Wilson, enfin, etc. Tout ça au bord du lac, là, c'est très intéressant à visiter. Et donc, les moyens, bah, c'était surtout des sanctions. Et on a quand même ce cas de l'invasion, le premier grand coup de théâtre, hein, qui est l'invasion par Mussolini de l'Éthiopie, une invasion, une guerre pure d'agression contre un État complètement souverain, un des rares États en plus souverains de l'Afrique. Hein, de l'époque, hein, qui était encore largement coloniale, eh bien, la SDN, bien sûr, a protesté, bien sûr, il y avait des sanctions économiques, hein, l'embryon des sanctions économiques qu'on connaît, hein, mais pas de moyens, pas de casque bleu, pas de moyens. Pourtant, on le sait aussi, les questions de sécurité collective, d'armée collective, etc., seront largement débattues dans les années 20 et dans les années 30. Et moi qui vous parle, là, c'est vraiment très ancien. J'ai travaillé sur des politiciens, des diplomates de l'entourage de Clémenceau, qui sera président du Conseil plus tard dans l'entre-deux-guerres. Il s'appelait André Tardieu. Hein, j'ai travaillé sur Tardieu, moi. Et Tardieu est un personnage extrêmement intéressant. Alors, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur André Tardieu, qui donc était dans l'entourage de Clémenceau à la conférence de la paix. Et de voir comment il avait animé des comités d'experts, des réseaux, justement, pour justement remodeler la carte de l'Europe centrale. Je crois que ça s'appelait les règlements des affaires d'Europe centrale à la conférence de la paix. Alors, ça doit traîner dans une bibliothèque, mais alors, il y avait j'avais un petit label éditorial il y a bien longtemps de ça, il y a plus de presque 20 ans de ça, même plus, où ces choses-là étaient publiées, mais c'était ultra confidentiel. Donc, peut-être que j'ai encore l'archive de ce mémoire, mais bon, voilà. Donc, ces gens-là avaient porté ce qu'on avait appelé le plan Tardieu dans l'entre-deux-guerres, qui est bien connu, et qui était en effet une tentative de constituer une sorte d'armée collective, enfin, etc., un embryon un peu, ce qu'on n'a toujours pas, hein, et le conflit ukrainien, là, a remis le doigt dessus, le Brexit aussi d'ailleurs avant, hein, ce qui n'existe toujours pas, c'est-à-dire d'armée, c'est-à-dire de pilier sécurité de l'Union européenne, une armée collective, une véritable armée collective, pas les forces de projection. Nous ne l'avons pas encore, on dépend de l'OTAN, donc des États-Unis, etc., etc. Et c'est bien là tout le problème, parce que, comme vous le savez, Joe Biden l'a encore répété, je ne sais pas s'il est sorti de la visite, enfin, elle n'était pas terminée encore officielle de Macron aux États-Unis, qui a commencé aujourd'hui ou hier, mais il n'est pas question du tout que les États-Unis envoient les boys en Europe, hein, les GI, pour aller libérer l'Ukraine. Enfin, on n'en est absolument pas là. Quoi, je veux dire. Bon, après, si ça tourne mal, peut-être, mais si ça tourne mal, vous savez très bien que ça ne peut pas se limiter à une petite guerre, comment dire, entre guillemets, européenne ou quoi. C'est évident, on serait dans un casus belli dit nucléaire. Alors bon, voilà. Ça aussi, ça fait partie des craintes, hein, de la fin de cette année.
bon, après, voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas. Moi, j'avais répondu à une interview qui est aussi sur ma chaîne YouTube, Kinga a vu, au début du conflit, donc évidemment ça date, parce que forcément, quand on est sur un truc d'interview, j'avais donné cette interview en mars 2022, évidemment l'analyse n'est pas la même, hein, qu'aujourd'hui, par exemple. Mais bon, il y a quand même, de toute façon, toute situation de guerre est incertaine, et comme vous le savez, on sait toujours pourquoi on commence les guerres, on ne sait jamais comment elles finissent, hein, c'est bien connu. Bon, voilà. Donc l'historien peut donner une analyse, peut-être comme on l'a fait un peu ce soir, sur les pourquoi de tout ça, quels sont les mécanismes qui se sont mis en place, mais après, voilà, le reste, pour le moment, on ne peut pas trop. Moi, je suis incapable de vous dire comment tout ça finira, quoi. Mais je crois que ce serait déraisonnable d'aller s'imaginer, de dire comment ça finira, quoi. C'est absolument Personne n'est capable aujourd'hui, effectivement. Oui. Ouais. Olivier, écoutez, je vous remercie énormément pour votre réponse. Je vous remercie également pour votre intervention. On va malheureusement s'arrêter là, puisqu'on a dépassé déjà le temps qui nous avait été alloué. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci à notre public aussi. J'espère que peut-être un jour, on aura quand même l'occasion de nous voir en présentiel. Oui, ça finira par à arriver. Varsovie. Il ne faut pas exagérer. Ou à Paris, peut-être, dans le… Oui, mais pourquoi pas, bien sûr. Voilà, donc écoutez, nous vous remercions tous et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Je vous dis peut-être à bientôt. Oui, sans doute, mais bien sûr, faut être optimiste, parce que sinon… Voilà, moi, sur ce point-là, académique, on peut être un peu plus optimiste. Ça ne coûte rien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir, Alicia. Au revoir. Au revoir.